En tant que membre d'un comité de sélection, vous serez impliqué dans la présélection des candidatures, l'entrevue de sélection et la sélection finale. Ce troisième et dernier module vise à vous donner quelques pistes d'action à mettre en application lors de ces 3 étapes de processus pour contribuer à un recrutement inclusif au collège. La première étape est celle de la présélection des personnes candidates pour les entrevues. Souvenez-vous que les biais inconscients ont plus de chances d'influencer nos décisions dans ce genre de contexte. En effet, vous devez prendre connaissance parfois de plusieurs dizaines de candidatures. En même temps, vous ne disposez pas de toute l'information sur les personnes candidates puisqu'à ce moment-là, vous n'avez qu'un CV et une lettre de présentation pour vous faire une idée de leurs compétences. Enfin, vous devez prendre une décision importante dans un délai relativement court. Au moment de prendre connaissance des candidatures et de les évaluer, nous vous recommandons de vous poser certaines questions. Par exemple, d'après les informations à votre disposition, le CV, la lettre de présentation et le formulaire d'auto-identification, la personne dont vous évaluez le profil appartient-elle ou non à l'un des 5 groupes sous-représentés ou désavantagés visés par la loi? Avez-vous tendance à écarter ou à sélectionner un certain profil de personnes candidates? Avez-vous tendance à avoir des attentes différentes envers les personnes d'un autre groupe que le vôtre? Votre jugement et vos doutes relatifs aux compétences des personnes candidates sont-ils basés sur des éléments objectifs contenus dans le CV et la lettre de présentation? Ou reposent-ils sur des impressions, des intuitions, des suppositions? Votre évaluation des compétences des personnes candidates est-elle influencée, que ce soit négativement ou positivement, par les candidatures que vous avez déjà évaluées avant? Avez-vous tendance à évaluer les personnes candidates à partir d'un profil qui vous semble idéal pour le poste? Si oui, qu'est-ce qui caractérise ce profil idéal? N'oubliez pas que si vous avez des doutes concernant vos choix, il est possible de communiquer avec le service des ressources humaines du collège. Ces questions sont importantes car aucun CV ou aucune lettre de présentation n'est neutre. Chaque détail compte étant donné que l'interprétation que nous en faisons peut être influencée par nos biais. Tout d'abord, le nom. La recherche montre que les prénoms et les patronymes sont un facteur discriminant dès l'étape de la présélection. Par exemple, un nom québécois francophone aura tendance à favoriser le biais de similarité avec le groupe majoritaire. À l'inverse, les personnes portant un nom à consonance asiatique, africaine, arabe ou latino-américaine auront tendance à être victimes de stéréotypes défavorables. L'adresse postale des personnes candidates apparaît généralement sur leur CV et leur lettre de présentation. Or, les lieux de résidence sont socialement marqués et peuvent renvoyer à des stéréotypes favorables ou défavorables sur les personnes qui y vivent. Les informations relatives au parcours académique peuvent également faire l'objet d'interprétations biaisées. Comme nous l'avons vu dans le module 2, la durée des études est une information qui peut jouer contre les personnes qui, pour différentes raisons, ont mis plus de temps que les autres pour finir leurs études. Plutôt que d'évaluer objectivement les compétences des personnes candidates, nous pouvons avoir tendance à les juger négativement par rapport aux autres qui ont terminé leurs études dans un temps considéré comme étant normal. C'est l'effet de contraste. Ou nous pouvons avoir tendance à douter globalement de leurs compétences, uniquement parce que nous estimons qu'ils et elles ont mis trop de temps pour avoir leur diplôme. C'est l'effet de halo, voire le biais de première impression. Dans de nombreux cas, vous aurez à examiner les candidatures de personnes qui ont réalisé un mémoire de maîtrise, voire une thèse de doctorat. Or, leurs intérêts et leurs sujets de recherche peuvent biaiser le jugement que l'on peut porter sur ces personnes. Il faut donc veiller à ne pas valoriser des individus simplement parce qu'ils travaillent sur les mêmes enjeux que nous, c'est le biais de similarité. Il faut donc s'assurer que les stéréotypes ne viennent pas biaiser notre jugement concernant la qualité des recherches de quelqu'un. Par exemple, en sciences sociales ou humaines, nous pouvons involontairement nous attendre à ce qu'un candidat originaire d'Amérique latine travaille sur sa région et douter de la qualité de sa recherche s'il travaille sur le Canada ou le Québec. C'est le biais de prototype et le stéréotype. En raison de préjugés, nous pouvons aussi avoir tendance à considérer certaines approches scientifiques comme militantes et moins rigoureuses et à pénaliser des candidats-candidates pour cela. C'est notamment le cas avec les perspectives féministes, queer ou décoloniales qui émergent des groupes marginalisés en sciences sociales et en sciences humaines. Notre évaluation des expériences professionnelles peut également être biaisée. Par exemple, un changement fréquent d'emploi
peut être interprété de manière positive. La personne recherche des défis constants, elle ne se satisfait pas de la routine, elle sait ce qu'elle veut et n'hésite pas à changer. Dans d'autres cas, nous pourrions voir cela de manière négative. La personne est incapable de s'adapter à la culture organisationnelle. Elle échoue régulièrement à faire ses preuves. Elle ne résiste pas à la pression. Elle est indécise dans ses choix professionnels ou elle n'est pas fiable. Pourtant, cette succession d'emplois peut découler de la nécessité de changer de milieu en raison de discriminations constamment vécues ou d'impératifs liés à une conciliation travail-famille. Enfin, d'autres détails peuvent venir biaiser nos choix au moment de la présélection des candidatures. Par exemple, sommes-nous plus sévères envers les personnes des minorités ethniques visibles lorsqu'il y a quelques fautes de français dans leur CV ou dans la lettre? Est-ce que nous évaluons plus favorablement une candidature lorsque le CV est bien présenté? Lors de l'analyse du CV, il est important d'être le plus objectif ou objective que possible et de ne considérer que les informations pertinentes pour le poste. Si vous avez besoin de valider certains aspects avant de convoquer quelqu'un en entrevue, sachez que ces informations peuvent être recueillies lors de l'étape de la pré-entrevue. Il s'agit généralement d'un simple appel téléphonique ou d'un envoi de courriel par le service des ressources humaines. Cela permet de vérifier certaines informations directement auprès des personnes candidates. La deuxième étape importante du processus d'embauche est celle de la rencontre des personnes candidates en entrevue. Si nous voulons améliorer l'équité, la diversité et l'inclusion dans notre établissement, il est important que le déroulement de l'entrevue de sélection ne soit pas laissé au hasard. C'est la raison pour laquelle, au collège, les membres des comités de sélection doivent suivre une grille d'entrevue préétablie et adaptée au poste à combler. Cette manière de structurer les entrevues permet d'évaluer les personnes candidates à partir des réponses qu'elles donnent à des questions identiques et par conséquent, de les évaluer avec les mêmes critères et les mêmes attentes. En tant que membre d'un comité de sélection, il est important que vous respectiez la grille préétablie. Vous devez savoir qu'une question qui n'était pas prévue risque de biaiser le processus aux dépens des personnes issues des 5 groupes sous-représentés ou désavantagés. D'une part, parce qu'elle est improvisée, voire impulsive, la question qui n'était pas prévue peut être influencée par des biais inconscients. D'autre part, une telle question conduit aussi une personne candidate à être évaluée sur la base de réponses que les autres n'ont pas eu à donner. Cela étant dit, le fait de poser des questions identiques à plusieurs personnes candidates ne garantit pas que nous allons interpréter leurs réponses de la même manière. En tant que membre d'un comité de sélection, il est donc important de vous assurer que la façon d'interpréter ou d'évaluer leurs réponses ne soit pas influencée par leur apparence physique, leur accent ou par d'autres caractéristiques, et donc d'éviter les biais de première impression, stéréotypes ou encore les biais de similarité. Il est également important de veiller à ne pas juger les réponses d'une personne candidate à partir des réponses données par les autres rencontrés précédemment. Ce serait un effet de contraste. La troisième et dernière étape du processus d'embauche est celle de la sélection finale. Dans un contexte de sous-représentation des 5 groupes visés par la loi, la CDPDJ reconnaît qu'il est légitime d'accorder une préférence à une personne candidate issue de ces groupes. Toutefois, au lieu de le faire lorsque les compétences sont jugées égales, il est pertinent de le faire quand les compétences sont jugées équivalentes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre les deux? Dans une approche en termes de compétences égales, il est possible et légitime d'accorder une préférence à quelqu'un issu d'un groupe sous-représenté. 3 conditions doivent toutefois être remplies. Premièrement, la personne candidate doit s'être identifiée comme faisant partie d'au moins un des groupes visés par la loi, puisque l'objectif est bien d'améliorer l'accès à l'emploi des groupes historiquement marginalisés. Deuxièmement, elle doit répondre aux exigences minimales requises, puisque ces exigences sont nécessaires pour avoir une charge de cours ou une charge de projet. Troisièmement, il faut que le résultat obtenu par cette personne soit égal à celui obtenu par la personne la mieux classée. Cette logique repose sur l'idée que, préférence ou non, le poste ne peut être octroyé qu'à une personne ayant obtenu la note la plus élevée.
Mais cette pratique a des limites. Comme nous l'avons vu dans les 2 premiers modules, en raison de l'influence combinée de différents biais inconscients, nos attentes envers les personnes issues de groupes historiquement marginalisés tendent à être plus élevées et nos jugements sur leurs compétences ont tendance à être moins favorables. De plus, en raison des obstacles systémiques qu'elles rencontrent tout au long de leur cheminement socio-professionnel, les personnes issues des 5 groupes visés peuvent avoir moins d'expérience, peuvent avoir des diplômes un peu moins prestigieux, peuvent présenter des parcours moins linéaires. Face aux limites de l'approche en termes de compétences égales pour favoriser l'EDI, il existe une alternative qui met l'accent plutôt sur la notion d'équité. Il s'agit de l'approche en termes de compétences équivalentes. Dans cette perspective, il est possible et justifié de recruter une personne qui n'a pas obtenu le meilleur résultat si cela contribue à améliorer l'EDI dans notre milieu. Comme avec l'approche en termes de compétences égales, la personne candidate doit s'être identifiée comme faisant partie d'au moins un des 3 groupes visés par la loi. Elle doit aussi répondre aux exigences minimales requises. Sauf que cette fois, les compétences doivent être équivalentes et non pas égales. Autrement dit, il peut y avoir un écart acceptable d'environ 10% entre la meilleure évaluation et celle de la personne choisie pour le poste. Au final, l'approche en termes de compétences équivalentes est un outil qui nous permet d'atténuer l'impact des biais inconscients et des obstacles systémiques qui nuisent à l'embauche des personnes issues des groupes sous-représentés ou désavantagés. Avec cette formation, nous souhaitons vous sensibiliser à l'impact des biais inconscients sur les décisions en matière de recrutement et vous donner quelques outils pour réduire leurs influences. Cela passe notamment par un travail d'introspection qui peut être inconfortable. Mais ce travail est essentiel car, en tant que membre d'un comité de sélection, vous avez un rôle clé pour nous aider à contrer les obstacles systémiques qui nuisent à l'embauche de personnes autochtones, des minorités visibles et ethniques, des personnes en situation de handicap et des femmes. Nous vous remercions d'avoir suivi la formation Biais inconscients et recrutement inclusif. Nous espérons qu'elle vous permettra de contribuer à améliorer l'EDI au Collège de Maisonneuve.